Bien, on va prendre un tout petit peu de 3 minutes de respiration, hein, donc après ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Tout le monde a tout compris. Donc maintenant, on est parfaitement calé. Donc dans toutes vos activités, vous allez pouvoir développer le métaverse, les NFT et puis si affinité. Bien. Eh bien, écoutez, il nous a semblé important à l'Observatoire comédien de mettre l'accent sur un certain nombre de points qui nous semblent également être des éléments de plus en plus importants pour toutes les entreprises qui constituent le tissu économique national. Et bien sûr, la filière de la communication n'y échappe pas. Donc, c'est la dimension effectivement du risque, de la cybersécurité. Et nous avons souhaité effectivement ouvrir cette approche. On a une demi-heure pour convaincre avec mon ami François sur ces enjeux qui concernent toutes les entreprises. Ce qu'on a voulu, vous voyez, c'est cybersécurité, c'est prévention, formation et risque. Alors, pour répondre à cette question, donc on a le directeur général de Maltem, donc, qui a une branche activité donc effectivement très importante hein, donc, en matière de sécurité. Alors Yves, je n'ai pas le plaisir de te connaître et je sais que tu vas présenter Yves, tiens. Alors Yves, qui tu es? Je sais pas. Vas-y, dis. Donc Yves, pour le résumer en 2 mots, donc Yves, c'est un ancien militaire, donc un colonel qui a fait Saint-Cyr, qui s'est dès tout petit intéressé à la cybersécurité, à la sécurité au sein de l'armée. Puis après, il a décidé, je crois, Yves, en 2017, d'aller voguer un petit peu dans le monde privé. Il a été directeur adjoint de l'ANSSI. Il est aussi professeur à l'école de cybersécurité. Et il est maintenant, entre autres, le directeur de la cybersécurité du groupe Maltem. Il nous accompagne au quotidien pour prévenir, côté Maltem, des attaques et pour former l'ensemble de nos équipes, mais aussi pour répondre aux appels d'offres de nos clients, pour intervenir avec son expertise, pour nous présenter des partenaires très pertinents. Et j'en ai un à côté de moi, à ma gauche, qui est Arthur Bataille, le fondateur de Prophétie et surtout de Scylla, pardon. Et il va vous en parler. Et Yves. Ah ben non, mais moi je garde Yasmine. Non, mais ça y est. Non, mais il se présentera. Merci Yves. Merci, je sais que c'était très élogieux. Donc, bon, Arthur, on en reparlera après. Donc, Yasmine. Alors, Yasmine, donc, je voudrais que tu nous parles un tout petit peu de ton parcours, parce qu'il est en tout point remarquable. Et tu sais attirer un public dans le monde des meilleurs experts de la cyber en France. En 2 mots, ton parcours, et si tu peux te présenter. Alors, bonjour à tous. Merci Dominique déjà pour cette invitation. Contrairement à Yves, moi je ne viens pas initialement du milieu de la cybersécurité. J'étais plutôt tournée vers la recherche en économie. Et puis petit à petit, le monde de la gestion des risques et donc la gestion des risques des systèmes d'information m'a intéressée. Donc je suis rentrée dans ce domaine. J'ai fondé Risk Intel Media, qui est un média qui a pour objectif vraiment d'avoir une approche assez pluridisciplinaire de la gestion des risques. Donc on parle de la cybersécurité, mais pas que. On va parler également des risques financiers qui sont liés, des risques réputationnels et économiques. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche qui soit pluridisciplinaire. Donc, ça révolutionne un petit peu comment aujourd'hui on pense la cybersécurité via la sensibilisation, puisqu'aujourd'hui, ça concerne tout le monde. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. J'ai fondé également le Risque Summit, qui est une journée qui vient un petit peu être la concrétisation du média. C'est le chemin d'innovation du risque, en fait. Voilà. Donc, dans lesquels j'ai des partenaires quand même qui sont assez importants et intéressants. On est avec le Maltem qui est présent, mais également Scylla. Et puis, je suis également directrice stratégie et affaires publiques chez Scylla. Merci. Alors, bon, Arthur, bon, tu es un entrepreneur, toi, donc c'est ça qui est. Donc, déjà, tu diriges un groupe important, tu as fait beaucoup d'acquisitions ces derniers temps en matière de cybersécurité, tu pourras nous en dire 2 mots. Donc, tu as développé une activité qui est Scylla, donc qui est effectivement une approche, je dirais, pédagogique assez innovante, tu vas nous en parler. Et donc, peut-être 2 mots pour te présenter. Aujourd'hui, tu es très observé par nos corporates, par nos institutionnels dans les activités que tu portes. Et on te regarde avec beaucoup d'intérêt. Avec Philippe, on partage beaucoup avec toi. Hein, donc, et je pense que c'est important. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, parce que comme le temps va être court, il va falloir qu'on fasse un peu de pédagogie pour dire en quoi la cybersécurité, ça concerne toutes les entreprises. Hein, sur quoi il faut être vigilant, donner quelques clés. Mais peut-être, je te laisse te présenter donc Arthur, ton parcours très bref et la performance de ton entreprise aujourd'hui.
Bonjour à tous. Alors moi j'ai le plaisir de travailler avec Yasmine, si vous l'avez bien compris. Donc moi je suis issu d'un cursus ingénieur. J'ai passé beaucoup de temps dans l'univers du conseil à me poser des questions sur quel serait le monde de demain et comment on ferait pour trouver une réponse à la pénurie de profits qu'il y avait sur le marché, en particulier sur le secteur de la tech. Et quand vous rajoutez la composante cybersécurité, vous ne trouvez plus personne. Et dans cette dynamique-là, je me suis dit, je vais créer ma propre solution de formation. Donc j'ai mis en place une solution avec des amis de cyberentraînement, des amis de l'entreprise qui permettaient d'avoir une plateforme SaaS à distance et qui nous a permis de grandir. Et aujourd'hui, de réaliser une levée de fonds en 2021 qui, derrière, nous a propulsé en premier acteur de la cybersécurité sur l'écosystème français, puisqu'on est plus de 500 aujourd'hui en France à faire de la cyber, indépendant évidemment, parce que je sors les Thales, les Airbus et tous ces très très grands groupes qui évidemment sont beaucoup plus conséquents que nous. Voilà. Merci. Donc, effectivement, tu nous parleras donc effectivement de la pédagogie et effectivement ton modèle d'e-learning qui est extrêmement intéressant et qui concerne toutes les entreprises. Un petit peu de peut-être, oui, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je voulais juste faire un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le métaverse et sur le marketing autour. C'est un peu la même problématique que nous avions en cybersécurité dans les années 2015. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de voir quelque chose d'arriver dont on a peur et on est exactement dans la même considération de se dire on y va pas. C'est un petit peu la même chose qu'on a eu en cybersécurité précédemment. Et pour vous dire, moi j'y suis allé sur la partie crypto blockchain, puisque en fait on lance notre propre cryptocurrency, donc le Pcoin, d'ici le mois de septembre, qui va être distribué à nos cyberattaquants. Et je pense que franchement, si vous êtes autour de cette table aujourd'hui, allez-y, parce que c'est l'avenir et c'est ce qui va nous permettre de recruter, ce qui va nous permettre d'incentiver tout un tas de collaborateurs dans les entreprises avec un modèle économique qui reste encore à voir, mais qui est très intéressant. Désolé. Je t'en prie. Bien. Yasmine, si on met un peu de pédagogie donc également un peu dans cette démarche, et pourquoi toutes les entreprises sont concernées, pourquoi qu'on soit une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, on sait qu'effectivement, je participais récemment à l'Assemblée générale de Pacte PME, on a dit la priorité numéro 1 des grands groupes, c'est effectivement la cyber. Alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on en est tous conscients. On ne l'était pas il y a quelques années, mais aujourd'hui, la cybersécurité est un risque. Les grandes entreprises sont très rapidement rendues compte et ont mis en place les budgets nécessaires pour s'en prémunir, même si bien évidemment le risque zéro n'existe pas. On peut faire tout pour s'y approcher. Moi, ce que je me suis rendu compte sur le terrain et qui peut paraître étonnant, c'est lorsqu'on discute justement avec les TPE-PME. C'est là vraiment la question en matière de cybersécurité, parce que très souvent, elles vont nous répondre que finalement, elles ne sont pas concernées par ce risque, parce qu'elles sont soit trop petites, ne détiennent pas d'informations critiques. Et c'est là un petit peu l'erreur que ces entreprises font, tout simplement parce que lorsqu'on regarde les statistiques, c'est faux. En 2020, si on regarde l'étude d'Xcox, on a 35% des TPE-PME qui ont été qui ont eu une cyberattaque. Une entreprise sur 6 a été proche de la faillite, donc des conséquences quand même qui sont assez désastreuses sur ces entreprises-là. Et surtout, sur le coût financier, elles ne sont pas moins protégées que les grandes. Ça, c'est dans une première approche. Le second constat dont on s'aperçoit, c'est que de par cette fausse idée, qui est qu'elles sont protégées des cyberattaques parce qu'elles ne sont pas une cible de choix, elles ne se protègent pas correctement. Très souvent, elles n'ont pas de RSSI, elles ne vont pas avoir de service qui se gère la cybersécurité. Et donc, du coup, pour un cyberattaquant, vous l'imaginez bien, c'est beaucoup plus avantageux finalement d'attaquer une petite entreprise. La probabilité de pénétrer le système d'information est beaucoup plus grande. Donc, on va mettre toute son énergie à entrer dans une TPE-PME plutôt que d'attaquer un grand groupe, AXA, BNP, sur lesquels on sait qu'aujourd'hui, on a quand même des budgets assez colossaux qui sont mis en avant. On regarde encore les études. On a augmenté à la suite de la réorganisation du travail et de la Covid, on a une augmentation de 13% à 20% des budgets qui sont alloués à la cybersécurité. Donc, il y a cette conscience-là. Le deuxième point que moi je mets souvent en avant pour les TPE-PME, c'est que ce sont des cibles de choix. Donc, non seulement elles sont touchées, comme les grandes entreprises, mais elles sont d'autant plus un cheval de Troie, tout simplement parce qu'elles sont souvent prestataires de services ou partenaires des grandes entreprises. Donc, il est beaucoup plus avantageux de rentrer par la petite porte, donc d'attaquer une petite société qui n'a pas mis en place justement l'ensemble des moyens nécessaires pour se protéger, que d'aller attaquer une grande entreprise. Et si on le fait très bien, on peut retrouver justement des prestataires de services de ces grands groupes et accéder aux mêmes typologies de données. Donc c'est pour ça que c'est assez important aujourd'hui d'avoir cette prise de conscience en termes de cybersécurité. Je pense que c'est une prise de conscience qu'on voit de plus en plus apparaître, mais surtout auprès des TPE-PME. Et pour moi, c'est là vraiment le challenge aujourd'hui qu'il faut mettre en avant. Merci Yasmine. Alors Yves, donc ton regard, donc ton expertise, ta courte expérience,
Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et nous, tu sais, on est un écosystème de TPE, PME, ETI. Bien sûr, on a des grands groupes, mais bon, une très grosse densité. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est ton retour d'expérience? Quel est ton vécu? Et quels seraient peut-être les points clés qu'il est important de retenir ou tout au moins d'approcher? Écoutez, donc, merci. Donc, je vais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Yasmine. C'est particulièrement vrai ce que tu viens de dire à l'instant sur le fait qu'en fait, on est tous liés. Donc, on parle des TPE, PME, mais on est tous à un moment donné prestataires du petit ou du grand. Et donc, par rapport à ça, la cybersécurité, ce qui est acté aujourd'hui, c'est que voilà, on ne se pose plus la question de la menace. La menace vient d'être résumée. On est tous concernés, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille. Et le but, effectivement, c'est dans cet environnement, comment je me situe et comment je peux me protéger. Donc, la première des choses par rapport à ça, quels que soient les chiffres, quelle que soit votre stratégie, la stratégie des entreprises, c'est aujourd'hui, effectivement, comment moi je me positionne avec mes équipes. Donc, et là, le niveau, c'est pas au niveau de la technique. C'est bien au niveau d'un comité de direction, quelle que soit la structure, de 2 à 50 000 personnes. C'est toujours la même approche. Quelle est ma stratégie de sécurisation donc globale? Et ce qui est un petit peu, je rebondirai sur les métavers, enfin, sur l'univers du métavers, qui est extraordinaire. Tout à l'heure, quand on en avait parlé, effectivement, le terme de sécurité, on avait du mal à le prononcer, mais on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, les arnaques commencent dans cet environnement. Ils ont exactement la même problématique que l'on a, nous, qu'on a connu il y a 5 à 10 ans. Donc, en fait, par rapport à ça, il faut d'abord, être sur une notion de confiance. Et je pense que ça a été évoqué par certains de vos intervenants tout à l'heure. Donc la sécurité, bizarrement, c'est l'état de la confiance. Comment je gère dans mon entreprise par rapport effectivement à mes objectifs stratégiques cette confiance. Et donc je me repose sur mes acteurs, mes collaborateurs, qui vont être le premier maillon fort ou maillon faible en fonction de ma stratégie. Et la cybersécurité, alors, il y a des chiffres qui circulent, mais on aime à dire effectivement que le maillon faible, c'est entre le clavier et l'écran, tout simplement pour dire que effectivement, tout est écrit. On a la chance en France, on parlait tout à l'heure de réglementation. La France a fait un énorme travail pour appuyer, alors peut-être pas ces TPE. La problématique, effectivement, par le bas, on ne l'a pas fait parce que faute de temps, parce que c'est énorme, le chantier est énorme. Mais aujourd'hui, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'à chacun, effectivement, d'intégrer ce que l'agence nationale, on a une autorité nationale qui fait un travail remarquable et qui est reconnue au niveau européen. Donc tout à l'heure, j'entendais la réglementation. Mais heureusement qu'on a eu cette réglementation pour nos grands opérateurs qui vont appliquer effectivement ces mesures-là. Mais finalement, à travers les grands opérateurs, ça va toucher tous les prestataires. Et là, pour le coup, autant les grands opérateurs ne sont pas nombreux, les grands, autant nos prestataires, ce sont des milliers d'entreprises. Donc derrière, ça veut dire effectivement, on est tous concernés. Voilà. Quel que soit le secteur d'activité. Et donc, à partir de là, moi, j'ai qu'une seule recommandation. Le maître mot de la recommandation par rapport à ça, c'est que chacun, en fait, il faut absolument, il faut simplifier cette cybersécurité qui est devenue un peu une tarte à la crème. Je prendrai un peu l'image de ce qu'on a connu il y a 15-20 ans avec la problématique de l'incendie, un petit peu au niveau sécurité. C'est exactement pareil. Donc ça, on l'intègre dans ma stratégie naturellement, et puis en fait, les choses se passeront bien. Sauf que, une seule chose à faire, et en fait, il n'y a absolument aucune technicité par rapport à ça, c'est qu'il faut que je fasse ma cartographie des risques. C'est une des thématiques que vous avez abordées tout à l'heure. Effectivement, c'est quoi mon analyse de risque? C'est quoi mon métier? C'est quoi ce que je dois sécuriser? Et qu'est-ce que je dois faire après? Et donc, le responsable de la sécurité, lui, c'est à lui de proposer derrière, effectivement, les mesures de sécurité qui vont pouvoir venir colmater les brèches qui sont malheureusement très, très nombreuses. Très nombreuses. Arthur? Merci. Je vous propose de jouer à un jeu avec moi. Je pense que vous étiez tous là en 2020. Quelle a été la plus grande crise que nous avons connue? C'est-à-dire, si on faisait une analyse de risque, on se serait posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait connaître une crise aussi grave que celle qu'on a connue? Et à votre avis, c'était quoi la crise qu'on a connue en 2020 qui était la plus conséquente? Alors j'imagine, vous n'allez pas me répondre parce que tout le monde est un petit peu timide. Je pense que vous avez tous le mot Covid en tête. Et ben en fait non, parce que finalement l'épidémie la plus conséquente qu'on a connue, et ce qu'on nous a parlé du fait d'essayer de vous rendre les choses un peu simples en termes de compréhension, vous n'êtes pas tous dans le domaine cyber. L'épidémie qu'on a connue, c'était la cybersécurité, c'était la crise cyber avec des attaquants qui sont venus massivement sur les entreprises. Yasmine l'a dit, sur des grands groupes, c'est toujours plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de mesures de sécurité et les grands groupes étaient beaucoup plus près qu'ils n'étaient que les TPE l'étaient.
mais pas tant que ça. On a entendu parler des grands noms dans l'assurance, on a entendu parler des grands noms dans les opérateurs immobiliers, on a entendu parler des banques, un petit peu moins d'ailleurs, on a essayé de faire en sorte de le camoufler. Il y a toujours cette problématique d'ailleurs de communication de crise qui s'instaure dans la culture du secret. On en reconnaît ces éléments-là, ces éléments de langage qu'on a eu dans la gestion de crise, notamment sanitaire au niveau du Covid. On est exactement dans la même dynamique sur les crises cyber qu'on a été sur la crise sanitaire. Et pour aller plus loin, finalement, la formation, puisque c'est quand même l'un des sujets. Oui, c'est un sujet qui est important. Je crois qu'il faut que tu en parles parce qu'on s'aperçoit que les profils dans les entreprises sont multiples. Je pense à une réflexion qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça, qui est de dire, bah oui, le COMEX est très mobilisé, oui, ça c'est super, hein, le COMEX est très mobilisé. Maintenant, qu'en est-il effectivement de l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés dans l'entreprise, hein, et comment cette information, après qu'eux-mêmes se soient très largement formés, peut-être à tes outils d'ailleurs, hein, comment l'ensemble donc, de cette information irrigue l'entreprise. Et c'est là, je pense que les solutions, notamment que tu déploies, correspondent assez bien à ces besoins de pouvoir évangéliser d'une façon la plus large possible, donc effectivement, cette information. Si tu veux nous dire quelques mots, et après, j'aimerais entendre François sur la vision qui est celle des groupes, parce que tu accompagnes des grands groupes. Tu vas m'entendre avant Arthur même. Alors, tu vas m'entendre, si tu veux, remarque. Parce qu'une entreprise, c'est tous les métiers. Ça va être les recruteurs, ça va être les patrons, ça va être les delivery, ça va être les commerciaux, ça va être les techniciens, ça va être les comptables, ça va être les personnes à l'administration des ventes. Et on se demandait comment on peut faire pour sensibiliser, mais surtout former tous ces métiers différents qui ont tous des niveaux différents avec des âges différents. Et donc, il fallait, par rapport à ça, il y a eu les formations en présentiel qui sont très bien, mais qui ne peuvent pas couvrir l'ensemble des métiers et qui, surtout, par rapport au plan de charge que chacun des salariés a tous les jours, est un peu difficile à mettre en œuvre. Donc, il y a des gens, c'est pour ça que je vais passer la parole à Arthur, qui ont pensé peut-être à des plateformes digitales permettant d'assurer l'ensemble des formations pour tous les métiers d'une entreprise, que ce soit du PDG jusqu'à la personne qu'on ne doit pas oublier, qui, on pense à un rôle peut-être mineur, mais parce qu'il fait du back-office ou qu'un rôle dans l'entreprise, mais qui est une cible potentielle pour une attaque. Si on rentre par la comptabilité, on peut bloquer l'ensemble de la société. Il n'y a plus de factures qui sortent, il n'y a plus de compte rendu d'activité, il n'y a plus de notes de frais, il n'y a plus d'outils, il n'y a plus rien. Plus rien ne marche. Donc Arthur, comment tu as fait pour résoudre ce problème-là, pour adresser une formation à l'ensemble des métiers d'une entreprise? Je me suis intéressé à ce qui était finalement une entreprise. C'est un peu comme un corps humain, c'est-à-dire vous avez plein d'organes, d'acteurs. Et ce qui fait la résilience d'un corps humain vis-à-vis d'une épidémie, donc vis-à-vis potentiellement d'une attaque, d'une menace, c'est-à-dire d'un virus, c'est sa capacité à réagir, c'est-à-dire son système immunitaire. Et comment fonctionne le système immunitaire? En fait, on l'entraîne, ni plus ni moins. Il s'entraîne tout seul ou on l'entraîne avec un vaccin, avec plus ou moins de succès pour le vaccin. Le point important, en fait, finalement, c'est l'entraînement de la chaîne de valeur dans l'entreprise. C'est d'entraîner les personnes au niveau de la comptabilité, au niveau du contrôle de gestion, au niveau de la direction financière, ça paraît évident. Entraîner COMEX, ça paraît encore plus évident. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça paraît évident quand même. Et d'entraîner aussi les techniciens, les administrateurs système, les personnes qui font du développement, qui mettent en place des plateformes. Parce que si vous mettez des vulnérabilités sur toute cette chaîne de valeur, en fait, ce sont des portes possibles, ce qu'on appelle des backdoors dans le métier. On aime bien les termes anglais dans la cyber. Sont des backdoors possibles pour des attaquants pour rentrer et pénétrer dans le système. Donc la faille humaine, certes, mais on ne peut pas toujours, entre guillemets, fustiger l'individu, l'homme, en disant que c'est toujours de sa responsabilité. Si vous n'avez pas les infrastructures, si vous n'avez pas, entre guillemets, l'organisation qui va bien, vous avez potentiellement un système qui est perméable et qui est très perméable. Tout système est perméable, mais la problématique, c'est de savoir comment on répond et comment on va pouvoir faire en sorte de dimensionner la réponse. Et donc finalement, pour s'entraîner, il n'y a rien de mieux que de la pratique, parce qu'on peut lire plein de bouquins, on peut lire plein d'articles. C'est pas ça qui va vous rendre sa chance, c'est d'être en condition, en situation, mis en condition réelle, en situation réelle, aussi bien quand vous êtes la personne de la comptabilité, que vous devez recevoir des stimuli, des attaques de ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire des mails d'accroche, ou si vous êtes un développeur et qu'on va vous mettre face à une faille de vulnérabilité sur une application web et que vous allez pouvoir vous-même l'exploiter pour voir comment fonctionnent les attaquants et comment ils rentrent dans les systèmes. C'est ce qu'on propose nous au niveau de cyber. Alors, François, donc aujourd'hui, les cas concrets, donc tu diriges donc une grosse ESN, donc la partie cyber est quand même un élément important dans tes activités. Quels sont les problèmes? À quel moment on intervient chez toi? Est-ce que c'est pas pour jouer le pompier ou est-ce qu'au contraire, tu es dans une démarche beaucoup plus préventive? Quelle est la vision que tu as de l'entreprise aujourd'hui? Parce que c'est ça, moi, la préoccupation que j'ai. C'est-à-dire, bon, tenter dans les chemins d'innovation
Donc, sur le marketing com, faire venir la cybersécurité, c'est quand même assez incongru. Donc, pour autant, c'est quand même 55 000 entreprises donc, en France qui la composent. Donc, à quel moment tu vis, toi, la vie de la sollicitation des entreprises qui font appel à toi? Voilà, parce que tu es le pompier de service ou parce Alors, que tu es l'évangélisateur? Je ne sais pas. alors les deux, mon capitaine. Alors, on a essayé de faire très simple. Ça veut dire qu'on s'est dit, il faut que Maltem, par rapport à son offre de cyber, puisse se positionner avant, pendant et après une crise. Donc, on a une offre 360 souveraine. Donc, souveraine parce qu'on a 14 partenaires qui sont tous français, qui sont tous pratiquement certifiés par l'ANSSI. Et ça nous permet donc, avant une crise, de sensibiliser, de faire des audits, de faire de la formation, de prévenir l'attaque. Puis après, pendant l'attaque, ça nous permet de gérer l'IT, de gérer la crise elle-même, parce qu'une attaque dans une société qui bloque une société, vous vous rendez bien compte que le board, il est en panique. Souvent, ils ne sont pas rompus à cet exercice. Et il va falloir gérer, leurs émotions, les rassurer, gérer la crise et pouvoir aussi regarder devant pour faire repartir le service pour l'entreprise. Et après, on va se positionner après la crise avec encore de la formation, des solutions autour de l'IT qui vont permettre de capitaliser sur l'attaque qu'on a eue pour mettre les bonnes solutions permettant de ne plus reproduire cette attaque, bien que, comme on dit, on n'est jamais protégé à 100%, mais on essaie quand même de l'être. Et donc, nous, on va se positionner avant, pendant et après avec une offre 360 souveraine, avec des experts. Mais comme on ne sait pas tout faire dans la cybersécurité, eh ben, on a pris des partenaires qui eux-mêmes apportent toutes les solutions de notre offre, permettant d'avoir une offre complète jusqu'aux négociateurs, puisqu'on travaille avec l'Institut NERA, qui est un docteur en négociation qui a formé le RAID et la BRI. Et lorsqu'il y a un ransomware, eh ben, on a même le négociateur qui peut intervenir et traiter avec l'attaquant pour régler ce problème de rançon. Donc, Yasmine, aujourd'hui, je sais que tu fais beaucoup de pédagogie, tu évangélises beaucoup donc, sur le marché de la cyber. Quels sont les points critiques sur lesquels, ou les points essentiels sur lesquels il faut être très vigilant parce que c'est comme ça qu'on détecte des vrais problèmes. Est-ce qu'il y a un cursus d'information, d'alerte? Est-ce que, à quoi faut être vigilant? À quoi faut être attentif? Tu vois? Alors, moi, j'aimerais revenir sur ce que vient de dire François, et il a mis quelque chose en avant qui, je pense, est assez important à comprendre, c'est que la formation aujourd'hui, c'est un moyen de prévention. En fait, former vos collaborateurs est une manière de vous prévenir contre les risques de la cybersécurité. Arthur l'expliquait, il faut former effectivement vos équipes techniques. Moi, j'ai une phrase qui revient très souvent quand je discute avec des entreprises, qui est assez étonnante et qui est fausse, et je vais vous donner un exemple, c'est de dire on n'a pas besoin de former nos ingénieurs ou nos spécialistes en cybersécurité, on a pris les meilleurs. Bon, ce à quoi j'aimerais vous donner quelques chiffres, exactement, j'aimerais vous donner quelques chiffres. L'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a montré qu'entre 2020 et 2021, on a eu 35% des attaques qui étaient de nouvelles attaques, donc des attaques qu'on n'avait jamais vues auparavant. Donc c'est très simple, c'est un milieu, un écosystème qui évolue extrêmement vite. De la même manière que je pense que vous n'accepteriez pas que votre chirurgien vous ouvre le cœur, alors que la dernière fois qu'il a regardé quelles étaient les techniques en matière de chirurgie cardiaque, c'était il y a 10 ans, et ben c'est pareil, en cybersécurité, ce sont des métiers qui doivent être maintenus à jour. Donc vous pouvez prendre les meilleurs que vous retrouvez sur le marché et dans l'écosystème, il faudra néanmoins continuer à les former, tout simplement parce qu'on a de nouvelles formes de vulnérabilité qui apparaissent. Et donc il faut comprendre en fait que la formation, c'est pas un centre de coût, pas du tout. C'est un moyen de se prémunir contre les risques. Oui, Philippe. Oui, j'aimerais compléter un peu tout ce que vous venez de dire et ouvrir un peu un autre pan lié à la partie cybersécurité, etc. Bon, d'abord, le fait que de plus en plus maintenant, dans les appels d'offres, on demandera à ce que les fournisseurs montent patte blanche en matière de cyber, ce qui veut dire qu'on mettra en place des systèmes de qualification, de gradation, etc. Ça, dans quelques temps, tout le monde y sera contraint. L'autre point, il se trouve que je suis médiateur de la filière aéronautique spatiale et défense française et qu'au sein de cette filière a été mise en place une démarche collective. C'est pour toi, Dominique, c'est pour toi que je prends le micro, parce que je pense qu'il serait intéressant quand même qu'au niveau de la filière, où le risque existe, soit envisagée la mise en place d'une démarche collective, avec peut-être ces messieurs-dames comme étant entre autres des acteurs qui permettraient, en trouvant une mobilisation des donneurs d'ordre, voire un soutien financier, de mettre en place un plan sur l'ensemble de la filière et de faire bouger l'ensemble de la filière.
parce que c'est qu'ensemble qu'on sera plus fort. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis l'autre peut-être sujet, c'est rapprochez-vous de Place Escange. Je sais que Charles est dans la salle. Donc et puis voilà, c'est des sujets aussi qu'on traite. Mais avant tout, Dominique, je te confie une mission, mettre en place une démarche collective autour de la cyber, comme d'autres filières l'ont fait, enfin comme une filière l'a fait, parce que pas une autre l'a fait. L'aéronautique l'a fait. Il faut faire l'identique. Bon, alors oui, mais je m'en occupe. D'abord, oui, je relève le défi, Philippe. Donc, c'est un point important parce que je pense que, est-ce que, peut-être il nous reste 5 minutes, est-ce que la situation actuelle, la situation économique, la situation financière, la situation géopolitique, qu'est-ce que ça évoque en termes de cybersécurité? Est-ce que c'est une alerte supplémentaire qui nous interpelle? Ou est-ce que, bon, on n'est que dans un espace conjoncturel et non pas dans une dimension structurelle? Arthur, est-ce que tu peux me répondre, monsieur? Je vais essayer de vous donner une réponse que j'ai, moi, des fonds d'investissement, parce que je finis par les côtoyer beaucoup ces temps-ci. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on voit les multiples de valeurs qui sont sur les sociétés avec un écosystème cyber qui explose, on comprend déjà que c'est un secteur d'activité qui est en plein boom, en pleine effervescence. Donc c'est plutôt très positif dans un contexte qui est plutôt à la morosité. Par contre, il faut quand même qu'on reste vigilant, parce que si on rate le train de l'innovation sur ces thématiques-là, qu'on rate la marche qui nous est imposée en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, en tant qu'entité, et pour notre souveraineté d'ailleurs finalement, on va pas forcément rayonner par rapport à cette problématique-là, et on aura des Israéliens, des Américains, des Chinois, des Russes, et même des Ukrainiens qui seront meilleurs que nous et qui passeront devant nous sur l'échelle de valeur dans ces métiers. Donc même les métiers que nous faisons, qui sont peut-être complètement différents des enjeux de la cybersécurité, où ça ne touche pas de la cyber tous les jours, en fait, ça ne devient plus une composante annexe à un potentiel, c'est quelque chose qui devient obligatoire et qui rentre en fait dans le modèle économique des entreprises. Bien, merci. Oui, Yves, tu souhaitais rajouter un point, je crois. Tu veux parler, Yasmine? Oui, je t'en prie, Juste Yasmine. compléter ce que disait Arthur. Effectivement, aujourd'hui, ça devient aussi une problématique de souveraineté nationale. Donc, si aujourd'hui, on n'est pas en mesure en fait, de faire évoluer nos pépites en France, on ne sera pas en mesure tout simplement d'être concurrentiel. Et je ne sais plus, à la table ronde précédente, quelqu'un parlait du DMA, justement, donc le Digital Market Act. Oui. Donc, c'est très bien de mettre des réglementations en place, hein, mais ces réglementations n'auront aucun sens si on ne peut pas barrer réellement la route aux gatekeepers et si on ne peut pas avoir des fleurons français. Hein. Donc, effectivement, ce n'est vraiment pas le coche que nous devons aujourd'hui rater. Hein. Yves. Oui, une dernière phrase par rapport à ça. Donc, deux choses. Donc, je rebondis complètement là-dessus. Campus Cyber qui a été créé. Donc, on a vraiment une dynamique. L'exemple français au niveau européen est vraiment remarquable. Aujourd'hui, au niveau cybersécurité, vraiment, on est copié. Et il faut faire attention, effectivement, parce qu'on ne nous attend pas en dehors dans les pays, effectivement, qui ont été cités par Arthur précédemment. Et souvenez-vous un petit peu, le 24 février, donc la Russie, 23 février, donc invasion de l'Ukraine par la Russie, opération spéciale. Et en fait, le soir, l'ANSSI, notre autorité nationale, recommandait à l'ensemble des entrepreneurs, parce qu'on a pris l'option de communiquer. En fait, ça, c'est la force et faiblesse de notre démocratie. Hein. Et donc, l'ANSSI a communiqué, a rappelé à tous les chefs d'entreprise ou entités, messieurs, n'oubliez pas, mettez en œuvre immédiatement les 5 points donc, qui ont été cités d'ailleurs précédemment en prévention, hein, pour penser à activer effectivement au plan de sauvegarde, l'authentification forte, enfin des mesures pas tant ça que techniques, hein, mais simplement c'est la guerre. Et donc en fait, la cybersécurité a force et faiblesse, elle ne connaît pas les frontières. Donc ce qui vient de se passer, le franchissement de l'Ukraine, bien finalement c'est aussi chez vous. Et c'est ce qu'on a vu le lendemain avec les attaques au niveau des satellites, etc. Donc face à ça, effectivement, je crois que on ne peut pas rester les deux pieds effectivement dans les sabots. Il faut vraiment s'activer, mais il y a vraiment une dynamique. Il y a vraiment une dynamique. Et le campus cyber, Maltem a la chance d'y participer. On échange et vraiment, c'est vraiment très très important. Donc rejoignez-nous dans cette dynamique. Je pense que c'est important. Bien. Alors, je crois qu'on a déjà une feuille de route et un mandat qui nous a été donné par Philippe. Donc déjà, on va essayer de le tenir. Place Escange, Yasmine, tu prends contact avec Sébastien, s'il te plaît. Donc comme ça, on va simplifier les schémas. On a pris la feuille de route. La feuille de route, tu n'as pas envie d'apporter avec moi parce que moi, dans la cyber, je ne suis pas très à l'aise. Pourquoi pas? Hein, parce que tu sais, je ne peux pas être à l'aise. Moi, dans le métavers, je suis champion. Hein. Tu as vu, hein, dans le métavers, moi, je suis top. Hein, je crois que je maîtrise bien le sujet. La DFT, maintenant, je suis imbattable. Mais alors, tu vois, la cyber, je suis un peu limite. Tu ne veux pas porter truc avec moi? Dans le métavers bientôt.
Tu vas m'emmener à déjeuner dans le métaverse. Voilà. D'accord. Moi, j'ai pas tellement envie. Hein, j'ai pas hâte. Hein. Bon, écoute. Deux petits mots en conclusion, Dominique. Oui, voilà. En conclusion, je voudrais que tu donnes les mots-clés. Et puis, de toute façon, Philippe, oui, on t'a entendu. Oui, je t'ai entendu. On va porter le sujet. Je vais demander effectivement à mon ami François qui le porte avec moi. Ce sera plus facile pour moi. Donc, si tu le veux bien. Oui, une conclusion. La cyber, c'est la technologie. La technologie va hyper vite. Plus elle va vite, plus les attaques vont être puissantes et complexes, plus donc on doit se former et plus les cursus de formation doivent suivre l'évolution des technologies. Voilà. Donc sensibilisation, formation, restez vigilants. Et je finirai par à quand un ministère de la cybersécurité? Philippe, tu en parleras lorsque tout ça sera stabilisé ou pas? Non. Pas en ce moment. D'accord. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir participé à cette table ronde qui est un peu hard. Hein. Donc, quand on parle de cyber, ce n'est pas très simple, mais je pense que c'est une précaution importante. Surveillez bien ces entreprises que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Elles sont, pour certaines, extrêmement prometteuses. Certaines donc, portent véritablement les vrais enjeux donc, de cyber. Je sais le travail qui est fait par Yasmine. Je pense il faut qu'on observe ces acteurs. Et je sais que vous allez nous aider à l'Observatoire Comédia pour que l'ensemble de la filière de la communication, Philippe, nous soyons exemplaires. Merci. Merci à vous. Nous allons enchaîner.